Je vais juste rappeler un certain nombre de choses qui sont peut-être des évidences. Mais c'est vrai que quand on parle de littoral, en fait, on parle d'environnements littoraux. Et ça, c'est déjà un problème majeur. Parce que rien que sur cette petite illustration qui n'est vraiment pas exhaustive, on voit en effet les soucis qui se posent déjà. Littoral anthropisé, artificialisé, littoral naturel ensuite, quel type d'environnement, les estuaires, les falaises, quel type de falaises, les plages sableuses, petites, grandes. Enfin, on voit tout de suite que là, lorsqu'on aborde ce problème du littoral, c'est un problème qui est complexe. Alors, c'est d'autant plus complexe si on essaye de comprendre sa dynamique. Parce que comprendre sa dynamique, ça nécessite quoi? Eh bien, ça va nécessiter déjà d'essayer de comprendre les processus qui sont à l'origine de cette dynamique. Et on voit déjà qu'une des difficultés, c'est les différentes échelles. Alors, Olivier en parlait justement, ce problème d'échelle emboîtée, on le voit exactement. Je veux dire, quand vous voulez regarder une plage, est-ce que vous devez le regarder à l'échelle de la ride, c'est-à-dire à l'échelle du centimètre, du mètre, ou bien à l'échelle du prisme littoral? Et là, on va travailler jusqu'à la dizaine, voire la centaine de kilomètres. Autre problème, ça va être l'échelle temporelle. L'évolution du littoral, ça bouge de la seconde, on va dire de la seconde ou de l'heure, à l'échelle de la marée, mais également, on voit bien qu'on peut avoir des mouvements qui se produisent sur plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Donc ça pose également un problème, non pas uniquement en termes de processus, donc de compréhension pour nous, académiciens, mais également une problématique en termes de surveillance, d'observation. Quelle va être l'échelle pertinente? Quels sont les outils qu'on va devoir utiliser? On voit bien qu'il va falloir être capable de fusionner différents types d'outils, différents types de données pour pouvoir mieux comprendre et puis répondre à la fois à nos questions et à vos questions. Alors, on l'a déjà vu 50 fois, mais je dirais, voilà, à l'échelle de la France, 25% du littoral côtier est en érosion, ça fait 1720 km, mais également avec des grandes disparités régionales. On vient de le voir également, cette dynamique du trait de côte, c'est une question à la fois sociétale et académique, et pour pouvoir répondre à cette question, l'origine de cette dynamique, l'évolution de cette dynamique, eh bien évidemment, on va avoir besoin de réaliser des mesures. Le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont réalisées de façon locale et l'approche qu'il va falloir développer, évidemment, c'est une approche qui va être globale, tout en utilisant évidemment toutes ces mesures locales. Donc l'idée, c'est de vous présenter deux exemples, une approche qui a été initiée par le RNLP et une approche plus nationale qui a été initiée par le CNRS. Donc le RNLP, bon, moi, en tant que Breton, je suis absolument un fan absolu de ce RNLP parce qu'on n'a pas l'équivalent. On n'a pas de structure au niveau de la Bretagne qui regroupe l'intégralité des acteurs, tant académiques que services de l'État, que recherche, pour pouvoir faire ce type de réflexion. Donc le RNLP nous a missionné pour faire une étude, pour une proposition de stratégie de suivi fiable, alors tous les mots ont leur importance, fiable, homogène, récurrent et pérenne du littoral normand-picard. Alors, je ne vais pas entrer en détail parce que de toute façon, ce rapport il est disponible sur le site du réseau. Mais la première chose qu'il faut faire, évidemment, c'est un état des lieux. Il y a énormément d'études qui ont été réalisées à différentes échelles, avec différents niveaux de qualité, au niveau du littoral normand-picard. Et la première chose qu'il a dû faire, c'était essayer de trouver des indicateurs de manière à avoir une évaluation objective. À chaque fois qu'on parle justement d'érosion du littoral, on dit oui, c'est ma commune qui est la plus touchée, mais selon quels critères? Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est justement d'essayer de définir un certain nombre d'indicateurs intégrateurs. Donc là, on les a vraiment simplifiés, le type de milieu, l'hydrodynamisme, la cinématique du trait de côte et les enjeux. Et à partir de ces indicateurs, eh bien, on a essayé réellement, en les pondérant, de pouvoir avoir une carte objective afin de pouvoir analyser justement les zones qui étaient réellement à étudier en priorité. Donc juste un exemple de type de produit qu'on a fait, voilà, c'était pour l'indicateur 2 qui était l'hydrodynamisme. Alors l'hydrodynamisme, c'est au sens large, ça regroupe évidemment les marnages, les niveaux extrêmes, les vitesses maximum des courants à la côte, les expositions au fetch. On voit que c'est cette dernière ligne ici qui représente différents niveaux de couleurs et on voit qu'en fonction du niveau d'indicateur, donc là on est sur le deuxième indicateur, on va pouvoir comme ça spatialiser et représenter sur une seule figure, alors là évidemment c'est un zoom, mais à l'échelle totale de l'étude, justement les différents indicateurs. Et alors une fois que ces indicateurs sont définis, eh bien on peut leur affecter un niveau d'importance et en fonction de ce niveau d'importance, on va être capable de produire, je passe rapidement, on va être capable de produire ce type de carte qui est en fait une carte qui est une représentation à la fois régionale de ces résultats et ce qu'on a fait également, c'est qu'on a zoomé justement sur un certain nombre de zones qui nous paraissaient des zones qui étaient prioritaires, éventuellement des sites
ce qu'on appelait additionnel en fonction du scénario qu'on voulait suivre. Également, on a ajouté un certain nombre de suivis renforcés à dire d'experts. Alors, il faut vraiment se méfier de ce genre de carte. Pourquoi? Parce que je vous ai dit au départ, c'est qu'on doit faire un état de l'art et que les données sont extrêmement hétérogènes. Et à cette échelle, les données hétérogènes nous permettent de proposer un certain nombre de sites qui sont des sites intéressants, mais rien ne nous dit que si on avait des données qui étaient homogènes, eh bien, on aurait d'autres sites qui n'apparaîtraient ou n'apparaîtraient pas. Autre chose, c'est que cette dynamique, elle est très évolutive dans le temps. Donc, ce sont des sites à suivre actuellement. Et évidemment, dans l'avenir, il y en aura un certain nombre qui pourront apparaître ou disparaître. Donc, quels paramètres doit-on suivre pour essayer de mieux comprendre cette dynamique du littoral? Eh bien, ces paramètres sont simples. On les a déjà vus là, dans les différentes exposés. Mais la première chose, c'est d'être capable de suivre la morphologie de cette côte. Et la morphologie, c'est une mesure du trait de côte, mais également la topographie et la bathymétrie. Être capable de quantifier ces stocks sédimentaires, cette évolution de stocks sédimentaires, c'est fondamental. Je vais en parler, alors c'est le maître mot, alors c'est bien parce que tous les universitaires l'auront utilisé, donc les forçages, en effet, il faut également être capable de mesurer ces forçages, que sont les niveaux de mer ou les états de mer, et dans un cas idéal, c'est évidemment les flux sédimentaires. Une plage perd du sédiment, elle est transférée vers une autre, le faire de façon totalement indépendante a un intérêt mais assez limité. Ce qui nous intéresse, c'est d'être capable de mesurer ces flux sédimentaires qui passent d'une cellule à l'autre. Alors quels sont les outils qu'on peut utiliser? Eh bien, on les a vus également, puisque le problème, c'est que ces outils sont assez complexes à mettre en œuvre, ils sont peut-être parfois lourds, donc on a parlé du lidar. Lorsqu'on veut mesurer la bathymétrie, évidemment, on a des soucis, puisque là, on doit utiliser soit des lidars bathymétriques, soit des mesures in situ à partir de bateaux, et donc là, évidemment, c'est assez coûteux, mais également, on doit coupler ça avec des mesures qui sont locales, comme des bouées. Donc, quelles recommandations on peut faire à l'issue de ce petit rapport? C'est des recommandations qui sont simples, voire simplistes, mais qui, à mon avis, sont fondamentales. La première chose, c'est d'être capable d'établir un état initial topo-bathymétrique fiable à l'échelle de la région. Ce n'est pas fait. Ça, je veux dire que là, c'est vraiment la base. Pourquoi cet état zéro? Eh bien, si vous mesurez une évolution, il faut commencer à un moment par avoir un état zéro. Sinon, de toute façon, on ne pourra pas avoir l'évolution avant la deuxième mesure. Ça peut être simple, mais c'est comme ça. Deuxième chose, c'est que ces types de mesures doivent être faites avec un cahier des charges technique qui doit être impérativement défini avec précision. Non seulement ce cahier des charges doit être défini à précision, mais il doit y avoir un contrôle rigoureux des données qui sont acquises. Combien de données sont acquises qui ne seront jamais utilisées parce que la qualité n'est pas suffisante. Une fois que vous avez ces données, il faut être capable de les interpréter. Et c'est vraiment à ce niveau-là qu'il est nécessaire qu'il y ait une implication à la fois du monde de la recherche, mais également des services d'État qui sont en charge, justement, de cette interprétation. La politique de mise à disposition des données, ça a été évoqué dans les présentations précédentes. Il faut impérativement mettre ces données le plus largement possible disponibles à la communauté et le plus rapidement possible. Ça évite une redondance totale de mesures avec des augmentations de coûts et en plus ça vous permet d'avoir des données qui seront vraiment qualifiées et qui soient utilisables. Alors le problème également, c'est en effet les types de mesures qui vont être réalisées avec des systèmes qui évoluent en permanence. Donc évidemment il faut assurer une veille technologique. Le lidar, même s'il y en a un déjà qui est acquis dans la région, est une technique qui est assez récente. D'autres techniques vont suivre. Il faut être capable de veiller à cette technologie, mais toujours en gardant en tête qu'il faut être cohérent sur les types de mesures qui sont réalisées. Rien ne sert d'aller acquérir de nouvelles données si elles ne sont pas cohérentes avec les précédentes, puisque de toute façon, vous recommencez une série à zéro à chaque fois. Donc, au final, ce partenariat, il doit être vraiment étroit entre le monde de la recherche, les services de l'État, les collectivités et les partenaires privés. Chacun a sa tâche, chacun a sa mission. L'enjeu est tel qu'on est impérativement obligé de travailler de façon collective sur cette approche. Alors évidemment, cette approche, elle doit être veillée, on doit veiller à ce qu'elle soit cohérente avec les stratégies qui sont soit nationales, typiquement celle qui est lancée par le MEDE, ou, et c'est la transition avec la suivante, c'est une autre action nationale. Donc là, c'est une action qui a été lancée par le CNRS et avec un de ses grands instituts, qui est l'Institut national des sciences de l'univers. Le terme national est très important puisque l'INSU lance un certain nombre de services nationaux d'observation. Alors, que fait l'INSU? Eh bien, il met des moyens humains, les moyens humains qui sont dans les laboratoires de recherche, mais également des moyens financiers, mais qui restent extrêmement limités, c'est le CNRS, qu'on peut imaginer. Mais quelle est la particularité de ces services nationaux d'observation? Tout simplement, c'est basé sur une question scientifique, ou plusieurs questions scientifiques. C'est la science qui impose justement l'élaboration de ce type d'observatoire.
Alors, besoin d'une question scientifique et besoin d'acquisition de données sur le long terme. On retrouve les mêmes mots-clés qu'on a pu évoquer jusqu'à maintenant. Alors, ce service national d'observation, qui est tout récent, puisqu'il s'est mis en service depuis 2014, mais évidemment qui profite de l'intégralité de l'expérience et des mesures qui ont déjà été acquises par un certain nombre d'OSU. Alors ce sont les observatoires des sciences de l'univers, ce sont des gros laboratoires, si on simplifie, qui regroupent plusieurs laboratoires CNRS, donc 21 laboratoires, 18 universités. Donc là, cette structure permet de fédérer à l'échelle académique la quasi-totalité des observatoires et des laboratoires qui travaillent dans les domaines de la mesure. Alors, comment ensuite on met en œuvre cet observatoire? Tout simplement, on définit un certain nombre de sites ateliers. Je vous ai dit, c'est la question scientifique qui gouverne cet observatoire. Donc, on a défini un certain nombre de questions scientifiques clés pour différents types d'environnements. Vous retrouvez les 3 principaux environnements, les estuaires, les plages et les falaises. Et donc, pour chacun de ces sites ateliers, il y a une question spécifique avec un certain nombre de données qui doivent être acquises. Alors, quel type de données? Eh bien, vous retrouvez exactement la même diapositive que précédemment. Tout simplement, les paramètres qui doivent être mesurés pour répondre à ces questions scientifiques sont exactement les mêmes que les paramètres qu'il faut mesurer pour répondre à des questions sociétales. Alors, pourquoi faire plusieurs observatoires alors qu'on a la solution? Tout simplement, là, vous voyez qu'on a quand même focalisé cette étude sur un certain nombre de sites ateliers. Or, l'approche qui est importante maintenant, c'est d'extrapoler ce type de mesures sur une surface beaucoup plus large à l'échelle régionale. En effet, cette complémentarité des approches régionales, interrégionales et nationales est nécessaire. Les zones ateliers sont nécessaires pour comprendre les processus locaux de cette évolution du littoral, mais cette connaissance des processus est également nécessaire pour pouvoir comprendre l'évolution régionale du littoral. En effet, on voit que les types de mesures sont identiques. Qu'est-ce qui va être différent? Ça va être les paramètres d'acquisition. On peut bien imaginer qu'on ne va pas pouvoir acquérir à la seconde une topographie ou à l'échelle d'une marée une topographie sur une dizaine d'années à l'échelle de tout le linéaire côtier. Mais si vous avez compris le processus à un endroit, vous pouvez l'extrapoler et à ce moment-là avoir des fréquences d'acquisition qui vont être plus lâches. Enfin, c'est le point final. Devant l'ampleur de la tâche, en effet, la nécessité d'un partenariat étroit entre les différents acteurs, que ce soit le monde de la recherche, les services de l'État, les collectivités, les partenaires privés, et également assurer la cohérence entre les différents niveaux d'initiative, que ce soit local, national, qui permet de coupler à la fois recherche fondamentale et opérationnelle. On a vraiment là un bel exemple et un bel objet pour pouvoir mettre en place ce partenariat. Je vous remercie.